On est ravis de vous recevoir ici dans cette belle verrière. Alors ici, on est chez Pixelis, qui est un de nos partenaires historiques. Et moi, je suis Maude Thévenot, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai cofondé We Don't Need Roads avec Jeanne Rive, ici présente, Guillaume de Vévrotte et Ritza Goldscheider, qui est ici derrière. Et We Don't Need Roads, ça sert, on a une mission qui est d'aider, vaste mission d'aider à résoudre la crise climatique et déployer des projets d'impact positif partout dans le monde. Voilà, donc on est des anciens du business, ex-P&G, ex-Nestlé, ex-Google et de Sustainable Brands. Et nous, on a vraiment la conviction que vous, donc le secteur privé, vous allez pouvoir nous aider à accélérer la mise en place de ce changement nécessaire pour être dans un monde plus durable. Et en fait, quand on se dit ça et qu'on dit tous ces autres mots, ESG, ISR, RSE, impact, c'est juste une mise à distance de la catastrophe. D'accord ? Donc, en fait, juste pour rappeler, on est là pour construire un monde qui sera vivable pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est de ça dont on parle. Après, on va se rajouter plein d'autres mots par-dessus ça. Et nous, ce qui nous intéressait, effectivement, donc la manière dont We Don't Need Roads contribue, et puis j'en termine là, puisqu'on est surtout là pour entendre Pascal et pouvoir échanger avec lui aujourd'hui. We Don't Need Roads, on a créé 2 véhicules. Un premier qui est un studio d'impact positif. Donc, on aide les entreprises dans la stratégie, dans l'innovation, à réinventer des nouveaux modèles décarbonés, circulaires, zéro plastique, dans toutes les transitions possibles et nécessaires. On aide aussi les start-up et donc les scale-up d'impact. Donc, il y en a parmi nous aujourd'hui et ça, c'est super, pour les soutenir et les aider à se déployer grâce à du conseil et grâce à des relations avec des investissements et des investisseurs. Pardon. Pour accélérer ce passage à l'action, on a besoin de comprendre les enjeux. Et donc, nous, on est allé chercher l'information à la source. Et donc, dans ce cadre-là, pour cette première édition, on est ravis d'accueillir Pascal Canfin, qui est président de la commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire au Parlement européen, et qui est là aujourd'hui pour échanger avec nous sur l'agenda du Green Deal européen, voilà, et de voir comment ces lois vont pouvoir façonner l'économie et voilà, et pouvoir faire un échange avec vous. Donc, Pascal, merci beaucoup. Et pour démarrer, voilà, peut-être que vous pourriez nous expliquer, selon vous, quelle va être la place de l'Europe dans ces changements, changement crucial. Ben, allons-y. J'ai vu que je me suis fait piquer mon café. Ah, il est là, merci. Ça commence. Bravo. Et Pascal, on peut, si vous voulez... Et on peut même s'asseoir. Si tu veux, on peut Parfait. s'asseoir. Voilà. Hop. Alors, bien, moi, je suis ravi d'échanger avec vous parce que, pour 2 raisons principales. La première, c'est que il se passe énormément de choses qui vont vous impacter au niveau européen, et donc je pense que c'est bien qu'on puisse d'abord vous informer et ensuite écouter ce que vous avez à dire. Et le deuxième élément, c'est que moi, ma théorie du changement, en tant que responsable politique, sachant que j'ai eu moi aussi une vie dans l'entrepreneuriat, dans les ONG, etc. Contrairement à la plupart des responsables politiques, j'ai fait bien d'autres choses dans ma vie, et tant mieux. C'est justement de se dire, si on n'arrive pas à créer ce que moi j'ai toujours en tête, à savoir un triangle qui conjugue les normes, donc les normes, c'est ma responsabilité en tant que responsable politique, les technologies, ça c'est la responsabilité d'abord du secteur privé, avec associations, secteur public, on va en parler, et les contrats, c'est-à-dire qui font que les acteurs se mettent ensemble, donc des contrats financiers, des contrats de dérisking, des contrats de toute forme, de préachat, etc., qui font que tout d'un coup, hop, les intérêts s'alignent et on y va. Eh bien, on risque de ne pas être à la hauteur du défi que tu rappelais en un mot. Moi, j'emploie jamais ce mot catastrophe parce que je pense qu'il n'est pas très mobilisateur, mais quand on lit le rapport du GIEC, très objectivement, c'est pas très sympa à voir. Donc, on a intérêt à être à la hauteur de cet enjeu. Et on ne sera à la hauteur de cet enjeu que si on le pense de manière systémique et pas bout par bout, chacun dans son coin. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse d'avoir cet échange avec vous, parce que je pense que vous êtes parmi des acteurs clés du changement, et il faut que tous ces acteurs clés du changement se mettent en marche dans la bonne direction et ensemble.
Alors, au niveau européen, je ne sais pas ce que vous connaissez de ce qu'on appelle le Green Deal, donc en français le pacte vert, mais je peux vous dire, pour en être un des acteurs européens à la manœuvre, c'est un moment assez inédit que l'on est en train de vivre, que je peux vous présenter sous plein de façons. Je vais en choisir une, il y en aurait d'autres. Le Green Deal, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un changement en 2 ans, donc entre maintenant et fin 2022, de plus de 50 lois, 54 pour être très précis, 54 lois européennes, dans à peu près tous les domaines. La finance, l'agriculture, l'énergie, les plastiques, le marché du carbone, les voitures, la nature, etc., etc. Et quand vous changez plus de 50 lois en même temps, quand je dis en même temps, c'est dans une fenêtre de tir qui permet de faire système, en gros 2-3 ans, il ne s'agit pas du même jour bien évidemment, on voit qu'on est bien sur un changement systémique qui est devant nous. Il n'est pas là, au moment où on parle, on en voit les prémices, il n'est pas encore consolidé, et par contre, je peux vous dire que quand toutes ces lois auront été changées, et ça c'est à échéance de 3 ans maximum, fin de négo finale, là tout sera derrière nous en termes de négociation, devant nous en termes de mise en œuvre, et ça vous impactera directement. Alors je vais vous donner quelques exemples. Je ne peux pas vous parler des 50 lois en même temps, donc je vais vous donner quelques exemples pour vous donner un ordre de grandeur, et puis ensuite, en fonction des centres d'intérêt qui sont les vôtres, on pourrait préciser certains aspects. Premier exemple, donc dans l'industrie, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'acteurs de l'industrie ici, donc je vais juste citer cet exemple très rapide. Dans l'industrie, il y a une transformation très profonde qui est en train d'arriver, liée au fait que le prix du carbone, qui est donc couvert par un marché européen du carbone, le prix du carbone est aujourd'hui à 65 € la tonne de CO2, quand historiquement il était à 15-20 € la tonne de CO2, ce qui ne changeait rien. Et les prévisions des acteurs financiers qui sont sur ce marché, c'est qu'on va aller assez vite à 80, puis demain à 100 € la tonne de CO2. Et dans les niveaux où on est, donc à partir de 50, 60 et encore plus après, ça bouscule complètement les modèles pour l'industrie carbone intensive. Et ça veut dire que toutes les technologies décarbonées commencent à devenir pas encore rentables au moment où on parle, mais on rentre dans la zone où ça commence à se discuter. Plus le soutien public du type plan de relance européen, France 2030 qui arrive en France la semaine prochaine, etc. Tout ça fait un combo qui fait que ça devient maintenant jouable d'y aller. Là où l'acier zéro carbone, avant, c'était pas un sujet, le ciment zéro carbone, c'était bien pour les PowerPoint, mais dans la vraie vie, il ne se passait pas grand-chose. Là, une entreprise comme ArcelorMittal envisage d'investir 1 milliard d'euros sur un seul site à Dunkerque. Bon, quand on investit 1 milliard d'euros sur un site, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc ça, c'est la partie vraiment industrie lourde, très carbone intensive. Je ne vais pas plus, s'il y a des questions, je le développerai. Deuxième secteur qui est très en transition, mais de manière assez exceptionnelle, c'est l'automobile. Le texte européen sur lequel on est en train de négocier, et c'est au Parlement européen dans la commission que je préside, c'est la proposition de la Commission européenne de juillet, à savoir en 2035, on ne peut plus vendre en Europe de voitures essence et diesel. Donc on ne peut plus vendre que des voitures zéro émission. Des voitures zéro émission, c'est 2 choses. C'est soit des batteries, les voitures électriques telles qu'on les connaît, soit des piles à combustible, c'est-à-dire c'est de l'hydrogène qui nourrit une batterie. Il y a un débat technologique. Moi, j'ai pas d'avis. Michelin est très pile à combustible, Renault est très batterie. Peu me chaud, je dirais. Ce qui compte, c'est que ça fasse zéro émission à la fin et que le meilleur gagne. Et ça veut dire qu'en 13 ans, 14 ans, on va changer 100%, hein, c'est pas marginal, c'est 100% de la plus grande industrie européenne en termes d'emploi. L'industrie automobile, c'est la plus grande industrie européenne. Et ça veut dire qu'il y aura des perdants et qu'il y aura des gagnants. Alors, pour donner un gagnant, très très clair, ST Microelectronics. ST Microelectronics, ils font les composants qui améliorent, qui optimisent le rendement des cellules de batterie. Et donc, ils ont un nouveau marché où ils étaient quasiment absents. Ils ont un marché, c'est 100% de la mobilité. Parce que ce que je viens de vous dire pour les voitures, c'est vrai pour les vélos, c'est vrai pour les scouts, c'est vrai pour les motos, c'est vrai pour les poids lourds, c'est vrai pour les bus, c'est vrai pour les trains, c'est vrai pour les trams. Et demain, après-demain, ce sera vrai pour les avions et les bateaux. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est quasiment 100% de pétrole. Et demain, c'est 100% d'électricité. Donc, ça bascule complètement. Donc, il y a des gagnants pour qui il y a un marché incroyable qui s'ouvre. C'est ce qui fait dire, par exemple, à un acteur comme Total,
que demain, Total, son plan d'investissement, c'est ça qui est très intéressant, parce que le greenwashing, on sait très bien à quoi ça ressemble. La question, c'est vraiment où est-ce que je mets l'argent. C'est très intéressant de voir que le plan d'investissement de Total prévoit qu'en 2030, donc 2030 ça peut paraître loin, mais comme on parle d'investissement dans de l'énergie, évidemment il faut les faire, les financer, les mettre en œuvre, etc. Donc c'est demain matin. Ils sont dans le top 5 des producteurs mondiaux de renouvelables, avec 100 gigawatts. Donc ils sont en train de basculer, une entreprise comme Total est en train de basculer, avec toutes les tensions, les controverses, ceux qui trouvent que ça va trop vite, ceux qui trouvent que ça va pas assez vite, etc. Mais ils sont en train de basculer. Ce qui n'était absolument pas le cas il y a encore 10 ans, c'est évident, et même 5 ans. Et les voitures, pour vous donner un ordre d'accélération, les voitures, donc on est en train de négocier, et la date de 2035 ne devrait plus bouger, le changement total donc, de la plus grande industrie européenne. En France, lorsque Nicolas Hulot était ministre de l'Environnement, il avait obtenu que, et on est en 2017, mi-2017, il avait obtenu que la France s'engage à faire ça, c'est-à-dire arrêter de vendre des voitures non zéro émission, en 2040. Donc ce que Nicolas Hulot avait obtenu comme étant la meilleure performance possible, et c'était Nicolas Hulot, 3 ans plus tard, donc à l'échelle de l'histoire, rien du tout, la Commission européenne dit non, ça c'est totalement ringard, on va faire ça beaucoup plus vite à l'échelle de tout un continent. Et vous n'avez pas de constructeurs automobiles qui sont vent debout contre. Certains disent ça va pas assez vite, Volvo et Volkswagen sont prêts sur 2030, d'autres disent quand même 2035 c'est un peu chaud, mais enfin bon on va y arriver. Au final, tout le monde y va. Pourquoi ? Précisément parce qu'on a réussi sur cet exemple-là à faire ce que j'évoquais en introduction, à aligner les 3 angles du triangle. Les technologies, les contrats et les normes. Les technos, c'est qu'il y a quand même depuis 10 ans, 15 ans, des gens qui investissent dans l'électrification de la mobilité. Donc maintenant, on a les technos et le coût des batteries baisse à peu près divisé par 2 tous les ans. Donc les estimations, c'est qu'en 2026, la voiture électrique sera au même niveau d'aide publique. Donc on va dire, quel que soit le niveau d'aide, qu'il soit élevé ou zéro, sera au même prix que la voiture thermique. Ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, mais 2026, c'est très proche. Et on aura en plus la contractualisation de cette transformation avec les contrats qu'on est en train de passer, avec les sous-traitants qui vont être négativement impactés, etc. Donc on est en train de faire exactement ça pour la plus grosse industrie. Et là, je vous ai cité, dans les 54 textes, j'en ai cité 2. Et on est en train de faire tout le reste. Donc vous imaginez, voilà. Alors je vais parler peut-être de finance, et puis je m'arrêterai là. Sur la finance, il y a plusieurs choses qui sont en train d'être vraiment transformationnelles. Je commencerai par ce qui n'est même pas législatif, c'est-à-dire que ce qui vient on top des 54 dont je viens de parler, c'est l'action de la Banque Centrale Européenne. Alors vous allez dire pourquoi je vous parle de la Banque Centrale Européenne alors qu'on parle climat ? Parce que justement, ce qui était totalement déconnecté il y a encore quelques années est en train de se connecter. Et quelqu'un comme Christine Lagarde, clairement, comme d'autres, comme le gouverneur de la Banque d'Angleterre, comme la gouverneure de la Fed aux États-Unis, comme d'autres hors eurosystème, considère que maintenant, il est admis que le dérèglement climatique incontrôlé, donc 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés de réchauffement climatique, c'est-à-dire tout ce qui dépasse les 2, pour faire simple, est un risque systémique sur l'économie, donc sur la finance. Et à partir du moment où c'est un risque systémique, c'est un risque sur la stabilité financière, et la stabilité financière, c'est le mandat de la BCE. Et donc, c'est le chemin intellectuel qui est suivi par quelqu'un comme Lagarde pour dire, moi, je n'ai pas de mandat sur le climat, c'est écrit nulle part dans les traités que la BCE doit s'occuper du climat. Par contre, elle doit s'occuper de la stabilité financière. Et 3 degrés, c'est l'instabilité, donc je m'en occupe. Et ça, ça n'est quasiment plus contesté. Alors, vous avez encore quelques vieux, souvent vieux, sont vieux mâles blancs, mais qui sont maintenant devenus minoritaires. Et ça, c'est transformationnel. Parce que quand vous avez la BCE qui dit aux banques, attention, c'est un risque systémique, donc ça va découler du fait que je vais vous demander d'aligner votre portefeuille. Enfin, je vais d'abord stress tester, je ne sais pas si vous avez vu, mais la BCE a rendu public il y a 3 semaines, 1 mois maximum, les résultats de ses premiers stress tests pour dire est-ce que vous êtes en stress climat ou pas, vous, institution bancaire. Et si oui, je vais vous demander progressivement de réduire ce stress et d'aligner votre portefeuille de degrés.
Quand c'est une ONG qui le demande, ça ne fait pas beaucoup d'impact. Quand c'est la BCE, c'est un peu autre chose. Et à partir de là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on change les règles du jeu dans la finance pour que tout ça fasse système. Donc, je vais vous donner 2 exemples. Le premier qui est en cours de négociation, qui s'appelle le reporting la directive sur le reporting extra-financier. L'objectif stratégique, c'est de mettre le reporting extra-financier au même niveau que le reporting financier. Donc vous avez tout ce qui est reporting financier, normes comptables. On pourra en parler d'ailleurs, parce que je pense que c'est un prochain chantier sur lequel on commence à travailler. Mais déjà là, maintenant sur la table, et je pense que ce sera l'accord final entre le Conseil, donc les États membres, et le Parlement, on devrait le trouver sous présidence française de l'Union, donc au premier semestre de l'année prochaine, donc c'est imminent. On va mettre au même niveau d'exigence le reporting extra-financier et le reporting financier, en demandant une chose absolument fondamentale aux entreprises. Donc on parle de toutes les entreprises d'une certaine taille, au-delà d'un certain nombre de chiffres d'affaires, mais en gros toutes les grandes en Europe, plus toutes les PME, dans les chaînes de valeur à risque climat, donc on ne va pas emmerder tout le monde. Par contre, lorsque vous êtes vous avez 500 salariés ou 300 salariés dans l'automobile, bah oui, on va vous demander comment vous gérez la transition que je viens d'évoquer. Et cette information va être synthétisée de manière obligatoire dans un plan de transition de degré. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre obligatoire pour toutes les entreprises couvertes par le champ de la directive sur le reporting extra-financier un plan de transition de degré. Accord de Paris, donc 1,5 de degré. La plupart des entreprises ne l'ont pas, ce plan, donc elles vont devoir le faire. Et ensuite, il va y avoir un débat pour savoir ce qui est fait de ce plan. Et c'est là où les autres règles entrent en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on est en train de discuter, par exemple, avec des assureurs, puisqu'au même moment, là, on est en train de renégocier les règles prudentielles pour les assureurs et ensuite pour les banques, de se dire, OK, une entreprise qui n'a pas de plan de degré crédible, ça veut dire quoi? Ça se discute, hein. Est-ce que c'est audité, certifié? Tout ça se discute. Vous devez la considérer comme une entreprise qui est plus risquée. Parce qu'elle ne se prépare pas à un choc qui est en train d'arriver. Un choc climat, un choc réglementaire, celui que je viens d'évoquer sur le Green Deal. Et donc, elle est plus risquée pour vous en tant qu'actif financier. Inversement, une entreprise qui a un plan de degré crédible, bah, ça veut dire que même si elle n'est pas verte aujourd'hui, elle est en train de se préparer et de faire sa transition pour de vrai, et donc il n'y a pas de raison de lui enlever du capital maintenant. C'est absurde. Et donc ça, c'est la nouvelle grammaire qu'on est en train d'écrire sur les marchés financiers. Et quand on dit ça, on le dit de manière obligatoire, totalement mainstream, c'est pas la niche verte, machin, on parle de tout le monde, de tous les assureurs, de toutes les banques qui opèrent en Europe. Donc pas seulement les banques et les assureurs européens, mais tous ceux qui opèrent sur le marché unique européen, qu'ils soient britanniques, australiens, américains, etc. Donc c'est maintenant que ça se passe. Alors c'est pas fait, puisque je vous dis, le premier élément, c'est début de l'année prochaine. Les assureurs, ça sera, le texte est sorti, mais le temps de faire la négo, je pense que c'est plutôt fin d'année prochaine. Mais c'est maintenant. C'est maintenant que ça se négocie, c'est maintenant que ça se passe. Et là, je vous ai de nouveau parlé en tout de 4 textes. D'accord, sur les 50. Bon, donc je vous dis que ce qui est en train de se passer est absolument inédit et très peu de citoyens, soyons très clairs, pour des tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais très peu de décideurs publics et privés ont conscience, soit des opportunités, soit des risques, en tout cas de ce qui est en train de se passer. Et je conclus. Nous, en tant que députés européens, on est dans un dialogue que certains appellent lobby, qui est parfois du pur lobby bête et méchant, qui parfois est plus intelligent que ça, avec les grands groupes. Parce qu'ils sont structurés, ils ont tous des départements d'affaires publiques, des 50, 60 personnes de départements d'affaires publiques à Bruxelles, pour Google par exemple. Donc c'est énorme. Bon. Je ne sais pas qui a un département d'affaires publiques représenté à Bruxelles ici, mais généralement quand on descend ou quand on va sur des startups, enfin sur de l'innovation, généralement c'est des entreprises plus petites et moins connectées à la sphère politique. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que, et c'est pour ça que je bosse beaucoup à Bruxelles avec Breakthrough Energy, qui est un truc qui est initié par Bill Gates et qui a développé tout ce qui est relatif au clean tech et qui structure, appelons-le pour faire simple, le lobby des clean tech pour contrer
le lobby de ceux qui sont très bien installés et qui n'ont pas spécialement besoin qu'on les aide, c'est-à-dire toutes les entreprises de la rente de l'économie carbone. Et si on croit à cette transition et tout ce que je viens de dire, enfin c'est pas une question de croire, mais si on est persuadé qu'on est dedans, et je peux vous dire qu'on est dedans, alors il faut absolument qu'il y ait des acteurs qui fournissent les solutions. Et ceux qui fournissent les solutions, c'est d'abord le secteur privé. Il faut que le secteur public le fasse intelligemment pour accompagner, incentiver, etc. Mais c'est d'abord de l'investissement privé. Et là, il y a deux chemins. Il y a le chemin du pure player nouveau qui arrive, qui disrupte, et puis il y a le chemin de l'entreprise déjà installée qui bouge. Et la connexion entre les responsables politiques et l'aspect plus disruptif n'est pas bonne. Elle est insuffisante. Elle est insuffisante quantitativement et qualitativement. Et donc moi, c'est aussi dans ce que je viens chercher en discutant avec vous ici, c'est précisément de sentir comment on peut mieux structurer tout ça. Parce que sinon, les échanges avec Engie, Total, EDF, RWE, Iberdrola, Renault, Volkswagen, Arcelor, etc., ça, on les a, mais voilà, aucun problème. Par contre, avec celui qui va disrupter la technologie que Arcelor imagine, là, je ne l'ai pas. Et ça, c'est problématique. Et évidemment, la question du lien avec le digital est fondamentale. Et elle est pareille, ce n'est pas des entreprises qui ont une culture... Ils s'y sont mis, évidemment, mais fondamentalement, ce n'est pas des entreprises qui ont une culture digitale. Donc ils abordent ça comme un truc qui change éventuellement à la marge les choses, mais qui n'est pas au cœur de la transformation. Or, je pense qu'il y a des éléments de la révolution zéro carbone qui passent par la disruption digitale. Et là, c'est pareil, on n'est pas très bien connecté. Et donc, ravi d'échanger avec vous de tout ça. Merci. C'est aussi pour ça que nous, on garde espoir. C'est en entendant des discours comme ça et en voyant ce que l'Europe est en train de mettre en place. J'ai une question, mais je me disais que ça serait peut-être sympa, vu tout ce que tu viens déjà de donner, peut-être que la salle a des questions. Est-ce que ça... Voilà. Comme ça. Est-ce qu'il y a un autre micro? Non, regarde. Comme tu veux. Je crois que c'est enregistré. Merci. Merci déjà pour ce petit panorama. Effectivement, il y a beaucoup de lois. Je suis Denis Geffroy, en charge des affaires publiques sur les sujets d'impact de l'Occitane en Provence. Donc, on vient de créer cette fonction-là. Donc, on fait partie des entreprises pas si grandes et qui ne sont pas présentes à Bruxelles. Donc, du coup, ravi de vous rencontrer dans ce cadre-là. Vous avez parlé de beaucoup de secteurs. Il y a un secteur qui intéresse beaucoup l'Occitane, qui est celui de l'agriculture, parce qu'effectivement, dans les produits cosmétiques naturels, il y a beaucoup de matières premières issues des plantes. Et l'Occitane est très engagé sur les sujets d'agriculture régénératrice, que ce soit dans le sud de la France ou à travers une coalition au P2B que vous connaissez bien. Et alors, ma question, elle est simple, c'est qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans ce plan en matière d'agriculture régénératrice, qui a un gros budget européen, qui n'a pas toujours été orienté véritablement vers ce type de pratique, et c'est 20% ou 25% des émissions de gaz à effet de serre, et derrière des sujets de biodiversité, de pollution, etc. Donc une grosse attente, parce que derrière l'Occitane, c'est aussi en fait beaucoup de petits producteurs d'huile essentielle, etc., et qui sont peut-être pas toujours dans la disruption, mais qu'on accompagne justement vers des trajectoires carbone positives, et on arrive à faire des choses très intéressantes actuellement. L'agriculture est aussi une solution de captation de carbone dans le sol, donc voilà, il y a une nouvelle fenêtre encore, désolé parce qu'il y en a déjà beaucoup. Donc là j'en étais à 4, je vous rappelle. Je vous tends la perche sur une 5e. Absolument. Alors, sujet qui intéresse beaucoup d'autres personnes. Ok, est-ce qu'on laisse plusieurs questions ou je réponds comme vous voulez? Je pense que celle-là intéresse plusieurs personnes. D'accord, on y va alors. Donc effectivement, je vous ai parlé de finances, d'énergie et de voitures. Maintenant, on va parler d'agriculture. On peut parler plastique aussi, peut-être, et recyclage, etc. Sur l'agriculture, il y a deux... Alors, la PAC, donc la politique agricole commune, c'est le premier budget européen et c'est un paquebot. 300, je m'y perds dans les chiffres, 350 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Donc c'est un paquebot. Voilà. C'est un paquebot, ça veut dire que vous lui faites pas faire un tête à queue, parce que c'est pas conçu pour ça, et ça peut pas marcher comme ça en termes de transition sur les territoires, avec les acteurs concernés, etc. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a deux éléments clés qui sont transformationnels.
Le premier, c'est que donc la PAC, sans rentrer dans la technique, mais dans la PAC, il y a 2 piliers. Il y a le pilier 1, qui est le cœur du réacteur, qui est les aides directes aux agriculteurs. Donc, qui est en gros, jusqu'à présent, je ne cherche pas à savoir qui tu es, ce que tu fais, du bio, pas du bio, t'es vert, pas vert, boum, t'as un chèque parce que t'es un agriculteur et je considère qu'il faut survivre. Et puis vous aviez un pilier 2 qui lui est conditionné, donc c'est là où il y a les aides à l'agriculture de montagne, au bio, à la qualité, etc. Le pilier 1 étant beaucoup plus gros que le pilier 2. Et là, ce qu'on a fait, c'est que pour la première fois, on a conditionné 25% du pilier 1 à des comportements de transition écologique qui sont dans un panier. Alors ça peut être sur l'eau, ça peut être sur les pesticides, ça peut être sur le bio, ça peut être sur les sols, sachant que généralement quand on bouge sur l'un, on a des effets positifs sur les autres, mais après chaque territoire, chaque culture, chaque exploitation choisit dans un menu avec un niveau de performance qui est à peu près harmonisé au niveau européen et dit moi je vais faire ça et du coup j'ai l'argent. Mais si elle fait rien, c'est 25% c'est ce qui fait dire à Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, évidemment pour le regretter, mais elle a raison sur le fond, c'est que je pense qu'il n'y a aucune autre profession qui aujourd'hui a 25% de son revenu conditionné à sa pratique verte. Je ne pense pas que ce soit le cas de personne d'entre nous ici. Bon. Donc ça prouve qu'on a mis la barre quand même assez haut. Et le deuxième élément sur la PAC, c'est que encore une fois, j'essaie de déjargoniser au maximum. Et la politique agricole commune, c'est une addition de plans nationaux, qu'on appelle les PSN, les plans stratégiques nationaux. Ça, c'est le cœur du réacteur. C'est ça qui fait que quand vous remettez votre plan stratégique national à Bruxelles, vous chopez l'argent en contrepartie. Et donc, ce qu'on a dit dans la PAC, c'est que la nouvelle PAC, c'est que si votre plan stratégique national n'est pas aligné avec les règles du Green Deal, donc, par exemple, la neutralité climat, ou la protection de la nature, ou la baisse des pesticides, etc., alors vous ne recevez pas l'argent. Donc ça, c'est difficile de faire plus dur, puisque ce n'est pas vous recevez 98,4%, etc. Non, c'est juste blanc ou noir. Et donc, c'est une incitation extrêmement forte à ce que les plans stratégiques nationaux soient alignés avec les règles du jeu environnemental. Alors que jusqu'à présent, le mot clé, qui était le mot légal qui faisait qu'en gros il ne se passait pas grand-chose, c'était que les politiques agricoles, la politique agricole commune devait contribuer aux objectifs environnementaux de l'Europe. Mais quand vous devez faire 100 mètres, si vous faites 50 cm, vous contribuez à faire 100 mètres. Vous êtes un peu loin d'avoir fait 100 mètres, mais vous avez contribué. Donc contribuer ne veut rien dire, et d'ailleurs c'est pour ça que ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Bon. Et là, on a changé très profondément le cœur de l'architecture, en quelque sorte, de la PAC. Ça, c'est fait. L'accord final, c'était juillet. Ce qu'on va faire en 2022, c'est qu'on va effectivement donner la possibilité aux agriculteurs, à travers le carbon farming, de récupérer des sous parce qu'ils stockent le carbone dans les sols ou dans des forêts qu'ils possèdent ou dans des zones humides qu'ils n'exploitent pas. Aujourd'hui, ils le font de manière gratuite. C'est-à-dire que quand vous êtes un éleveur, que vous choisissez d'avoir vos vaches à l'herbe, comme on dit, c'est l'herbe du sol, je précise, alors vous avez éventuellement vous avez des gains, vous avez des pertes, mais vous n'avez en aucun cas de rémunération par la collectivité pour vous dire c'est quand même mieux que de les nourrir avec du tourteau de soja qui a déforesté l'Amazonie. Et donc, on va, à travers le carbon farming, on va connecter le monde agricole à du revenu carbone. Comme le prix du carbone ne cesse d'augmenter, on va le connecter à un revenu carbone qui ne cesse d'augmenter. Et donc, ça va commencer à devenir intéressant pour un agriculteur à 60, 70, 80, 90 euros la tonne de CO2, de dire, OK, à chaque fois que je stocke une tonne dans ma prairie, hop, ça rentre. Donc c'est en train d'être écrit par la Commission européenne et ce sera sorti publiquement l'année prochaine. Puis troisième élément, là je vous ai parlé donc de 2 autres textes supplémentaires, on doit être à 5 ou 6. Donc, je vais vous en donner un 7e. La lutte contre la déforestation importée. Vous avez évoqué le sourcing et au P2B. Non, P2B, c'est une coalition qui bosse surtout sur la lutte contre la déforestation. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon angle. Et il y a l'agriculture régénératrice. Et donc, alors,
Une chose qui arrive fin de cette année, décembre, c'est le projet d'une directive sur les sols. Alors là, c'est un sujet qui a toujours été refusé par les États membres jusqu'à présent, y compris la France, disant les sols, c'est pas délocalisable, c'est vraiment du local de chez local, et donc pourquoi l'Europe s'en mêlerait? Puisque c'est du sol, c'est chez moi. Bon. L'argument inverse, c'est de dire oui, mais l'entrée, c'est par des enjeux qui sont type biodive et climat, qui eux sont des enjeux européens. Et donc il y a une légitimité européenne à faire une directive sur les sols, qui va contraindre encore plus les pratiques locales et nationales. Donc il y a un débat, on n'en est pas encore sorti de ce débat, mais c'est possible qu'il y ait une directive sol qui arrive. Et si c'est le cas, ça, là, pour le coup, tout ce qui est agriculture régénératrice, ça rentrera 100% dedans. Donc sur la lutte contre la déforestation importée, juste un mot, on est, donc le texte sort mi-novembre, donc on est à 1 mois du premier texte ever et jamais mis dans le monde sur le fait de dire si vous ne pouvez pas prouver que votre sourcing sur quelques matières premières clés du type soja, bœuf, huile de palme, etc. Si vous ne pouvez pas prouver que vous n'êtes pas issu de la déforestation, donc que vous n'avez pas contribué à la déforestation en Amazonie, en Afrique ou en Asie, c'est fondamentalement là que ça se passe, alors vous ne pouvez plus rentrer sur le marché européen. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est d'utiliser, ça si je dézoome un tout petit peu sur le sujet environnement et je regarde de manière géopolitique, ce qu'on est en train de faire, et c'est, on peut dire qu'on est largement à la manœuvre derrière ça, nous Français, c'est l'idée vraiment de l'Europe puissance qui utilise l'accès à son marché comme levier géopolitique. On est le 2e marché au monde. La question c'est, est-ce que c'est juste un outil business, et donc il faut le laisser très ouvert, et ça c'est la vision historique de la Commission, ou est-ce que c'est aussi un outil de puissance? Et c'est la vision chinoise ou la vision américaine. Il n'y a pas moins libéral que la politique américaine, contrairement aux trucs qu'ils veulent bien vendre. Donc, c'est là en train très nettement de se rééquilibrer. Et 2 exemples, mais il y en aurait plein d'autres, 2 exemples qui marquent ça dans la partie Green Deal, c'est le fait de dire, ben voilà, dorénavant, si vous voulez vendre chez nous, que vous soyez Danone, Nestlé ou Cargill, parce que ça va prendre les traders, enfin, que vous voulez vendre à un opérateur qui vend, ou vous voulez vendre directement, vous devez montrer que vous n'êtes pas issu de la déforestation. Donc c'est les due diligence, d'accord. Vous devez faire, et on a beaucoup travaillé avec, et ça c'est pour moi un très 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 bon exemple de la collaboration intelligente pour moi en tant que législateur et le business. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé avec Danone et quelques autres coalitions que tu mentionnais, précisément pour dire ok, ça c'est bien, c'est sympa comme vision, mais dans la vraie vie, qui contrôle quoi, qui a les données, qu'est-ce qui est praticable, c'est quoi voilà. Et on a beaucoup travaillé avec Danone, Nestlé, Mars et quelques autres qui ont pris des engagements zéro déforestation, et qui sont donc capables de dire ce qui marche, et qui n'ont qu'une envie, puisqu'ils le font pour eux, c'est que les autres soient soumis à la même contrainte. Et du coup, là, on a une alliance objective absolument transformationnelle. Parce que quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah non, mais c'est impossible », je dis bah, « Discutez avec le gars de Danone qui le fait depuis 5 ans. C'est tellement pas possible qu'il le fait. » Et les datas, non, mais elles n'existent pas. Bah, discutez avec Nestlé, parce qu'ils utilisent les datas de la filiale d'Airbus qui fait ça, et qu'ils ont un marché qui vend des datas sur la déforestation. Elles existent, et voilà. Et donc, du coup, en bossant avec les boîtes qui le font, on casse tous les conservatismes et les arguments un peu faciles. Et on arrive au dernier sujet, qui est juste la puissance géopolitique. D'ailleurs, on ne va quand même pas se fâcher avec le Brésil. Là, c'est un choix politique. On se fâche avec le Brésil, on ne se fâche pas avec le Brésil. C'est autre chose, mais c'est pas un sujet boîte, là, pour le coup. Et je sais plus où voilà. Donc c'est là, j'ai dit vous parlez de 3 textes de plus. Hein, voilà. Donc on doit être à 8 ou 9. Donc ça vous donne encore. Et je vous ai pas parlé plastique, et je vous ai pas parlé taxe carbone aux frontières, etc. Mais ça va bien. Mais c'est pour dire que il y a pas tout ça. Pour la conclusion, c'est que je pense qu'il n'y a aucun secteur de l'économie qui produit. D'accord. Je parle pas de l'éducation, je parle pas de qui produit des biens matériels qui ne sera pas impacté par le Green Deal. Que vous soyez dans les cosmétiques, dans la mode, dans l'agri, etc., vous êtes forcément impacté.
forcément impacté. Donc, regardez ça de près. Je vais poser une autre question et ensuite je vois Maud et Andrea, comme on parlait tout à l'heure des entreprises qui doivent se réaligner, et dans notre écosystème, il y a aussi des startups qui se construisent sur des nouveaux modèles décarbonés. Donc l'exemple de Green Got est hyper intéressant, donc je leur laisse la parole dans un instant. Moi, j'ai quand même une question sur la neutralité carbone, hein, et tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau des entreprises. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment croire, est-ce que c'est réaliste de penser cette neutralité en sous-échelle, comme ça, au niveau des entreprises? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est de nouveau un effet greenwashing? Est-ce que ça contribue réellement? Quelle est ta position? Alors, donc la neutralité climat, c'est l'objectif macro qu'on s'est fixé. Hein. C'est l'objectif de l'accord de Paris, et c'est la nouvelle loi climat européenne qui dit l'Europe doit être neutre en carbone 2050 au plus tard. À partir de là, on change toutes les règles du jeu pour y arriver. Et ça veut donc dire fondamentalement que si vous devez être net carbone macro, il faut bien que beaucoup d'acteurs soient net carbone aussi. Parce que ceux qui ne le sont pas, ça veut dire que d'autres sont positifs, par construction. C'est juste mécanique. Donc, la réponse, je dirais la grande réponse, c'est oui. C'est-à-dire qu'il faut que le plus en plus d'acteurs économiques soient neutres en carbone au plus tard en 2050, avec une trajectoire qui n'est pas « je ne fais rien jusqu'en 2049 et puis tout d'un coup je deviens neutre climat 2050 », puisque ça n'existe pas. Et par ailleurs, c'est totalement contraire à toutes les règles qu'on est en train de mettre en place, qui sont précisément des règles de transition sur 3 décennies. Et alors, dans le débat public, quand vous discutez avec un journaliste environnemental de base, 3 décennies, c'est loin, bah oui, bah c'est encore demain, c'est pas aujourd'hui, machin. Bon, quand vous êtes dans le business, vous savez que 3 décennies pour changer 100% d'un modèle qui devient zéro carbone, c'est une course de vitesse chaque semaine. Bon. Donc, c'est hyper court, parce que l'immense majorité des investissements que vous êtes en train de faire produiront des effets dans les 15 ans, 20 ans, et pour certains secteurs, 30 ans, 40 ans qui viennent. Donc c'est maintenant que ça se passe. Donc c'est hyper court. Et si on dézoome encore, on peut dire fondamentalement qu'on a mis à peu près 2 siècles, on va discuter des dates successives des révolutions industrielles, mais on a mis à peu près 2 siècles pour construire l'économie carbonée fossile qui est la nôtre aujourd'hui, avec tous les avantages qui sont les nôtres. On n'a jamais aussi bien vécu dans l'histoire de l'humanité, mais avec tous les inconvénients. Et on a pas 2 siècles, on a 30 ans pour défaire ça. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur du défi. Et votre question, c'est est-ce que c'est crédible? Ça, c'est pas une question théorique, c'est à nous de le rendre crédible. C'est-à-dire que c'est nécessaire, c'est souhaitable, c'est même vital par certains côtés. La question, c'est est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'était crédible il y a 5 ans de penser qu'on pouvait dire 100% de véhicules zéro émission sur nos routes dans 13 ans? Très honnêtement, personne ne vous aurait dit c'est crédible. Et maintenant, on le fait. L'acier, ils sont à l'acier, je rappelle, c'est la métallurgie, c'est 13% des émissions totales de CO2. Hein, c'est 5 fois l'aviation. 4 fois l'aviation. C'est majeur. Ils sont là, maintenant, là, je discute avec justement ils sont sur le point de dire, OK, l'acier zéro carbone, on y est presque. Bon, ben ça, c'est pareil, c'est des ruptures. Et c'est toujours pareil. Moi, je pense qu'on peut raisonner de manière assez schumpeterienne dans cette révolution. C'est-à-dire que c'est long jusqu'à ce qu'on passe à point de bascule. Et là, on est dans les tipping points qui font que tout d'un coup, c'est trop long au départ et après, ça s'accélère. Une fois que ça s'accélère, c'est parti. Et si vous n'êtes pas dans le jeu, vous sortez... Je prends souvent cet exemple historique, je trouve vachement intéressant, vachement parlant. À la fin du 19e siècle, donc quel était, quand vous demandiez ceux qui font des projections, c'est les prospectivistes. Les prospectivistes de la fin du 19e siècle, anglais et français. Donc les 2 plus grandes puissances mondiales de l'époque. Alors dire, c'est quoi les plus grandes menaces qui pèsent? C'est le crottin de cheval. C'est qu'on va crouler sous le crottin de cheval. On ne saura plus quoi faire du crottin de cheval. Parce qu'il y a une explosion du nombre de chevaux, parce qu'il y a une explosion de la mobilité, une explosion des villes, et le moyen de transport, c'est le cheval. Et on invente la voiture.
Et qu'est-ce qu'on fait des chevaux? On les mange. Vous savez qu'avant, on ne les mangeait pas. Maintenant, pendant 50 ans, on a mangé des chevaux parce qu'il fallait dégager du stock de chevaux qui était là et on ne savait plus quoi en faire. Bon, je parle de la parenthèse, mais c'est intéressant. Et voilà, et on est à ce moment-là où, pour certains secteurs, on est à ce moment-là. Pour d'autres, on n'y est pas encore. Et tout le défi, c'est de faire en sorte que secteur après secteur, ça tombe et que les dominos, en quelque sorte, fassent que ça devienne crédible, le net zéro en 2050. Merci pour ta réponse. Donc, on parlait d'innovation, de disruption, de start-up. Donc, il y a beaucoup de ces nouveaux entrepreneurs qui ont bâti leur entreprise sur des nouveaux modèles circulaires et décarbonés. Et voilà, nous, on aime beaucoup aussi les soutenir tout en menant effectivement ces transitions sur les entreprises déjà existantes. Et là, je vous laisse la parole. Vous aviez une question, non, Andrea ou Maud? J'ai vu que vous aviez levé la main. Bonjour, merci. Du coup, moi, c'est Maud. Je suis la cofondatrice avec Andrea, notamment, de Green God. Donc, c'est une néobanque qui réoriente les fonds des clients du fossile vers la transition bas carbone. Et donc, j'aimerais revenir sur le point de la finance. Aujourd'hui, on ne le sait que trop peu, mais notre argent à la banque, c'est un de nos premiers postes d'émissions de CO2 indirectement, parce que justement, il est investi... il permet en tout cas d'investir massivement encore dans le fossile. Et l'Europe est beaucoup sur un modèle de incentive et de motivation des banques avec la taxonomie verte pour justement réorienter un petit peu les fonds vers du vert. Sauf que, comme vous l'avez dit, pour d'autres industries, ce sont des énormes paquebots, nos banques, et elles sont extrêmement dépendantes des actifs fossiles puisqu'elles ont été fondées là-dessus pendant les révolutions industrielles. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas plus que des incentives, qu'est-ce qui est mis en place? Parce que je sais que par exemple, il y a la taxonomie verte, mais il y avait aussi un débat sur la taxonomie carbone qui peut être en place. On peut parler de taxonomie, je ne fais plus aucun échange, c'est incroyable ce texte. C'était, quand on a négocié, c'était en 2019, j'ai présidé la négociation de la taxonomie, je me suis dit, bon, c'est structurant, à mes yeux c'est totalement structurant, mais enfin, ça fera jamais le 20h, quoi. Ça c'est clair. Mais maintenant, c'est partout, on parle de taxonomie, dans les cercles dans lesquels j'évolue bien évidemment, mais j'étais... ça monte très très haut. Bon. On n'est pas du tout dans l'incentive. Je pense que là, au moment où on parle, là, si je devais répondre à votre question sur est-ce qu'aujourd'hui on est dans l'incentive, aujourd'hui, je dirais oui. Est-ce que notre vision de la théorie du changement, c'est on reste dans l'incentive et puis on verra bien ce qui se passe? La réponse est non. Et on est en train de changer ça. C'est ce que je commençais à évoquer les différentes pièces. Mais il faut toujours avoir la vision systémique des briques qui se mettent en place et qui, à un moment donné, font système. Et au fait que vous ne pouvez plus échapper à la chose. Donc, la taxonomie, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est en gros la grammaire qui permet de dire ce qui est vert, ce qui ne l'est pas, ce qui est utile à la transition, ce qui ne l'est pas. Puisque les investisseurs sont les premiers à dire « Oui, alors moi je suis investisseur suédois, je veux investir en Espagne, mais la définition de ce qui est vert en Suède et en Espagne, c'est pas la même, et donc je me prends les pieds dans le tapis, etc. donc j'y vais pas. » Donc, si vous voulez qu'on investisse plus, il faut définir ce qui est vert, comme ça, au moins, une bonne fois pour toutes, on le sait. Alors là, vous avez évidemment tous ceux qui ne sont pas dans la catégorie et qui disent « Ah, mais c'est absolument scandaleux, moi je suis vert, mais pourquoi vous ne m'avez pas repris ?» Bon, donc on essaie de trouver le bon compromis, parce que de rien du tout à j'exclus tout ce qui n'est pas 100% vert, moi, ça me pose un problème. J'évoquais Total tout à l'heure, c'est intéressant. Total n'est évidemment pas une entreprise verte. Je ne suis pas fou au point de prononcer cette phrase. En revanche, on ne fera pas la transition si Total et BP et Shell et quelques autres ne font pas la transition. C'est juste la réalité physique. Et donc, il faut les obliger à la faire, avec les banques, mais pas que, mais au moment où ils la font, et s'ils la font, il ne faut pas leur retirer le capital à ce moment-là. Parce que sinon, vous ne financez pas la transition. Vous définancez le fossile, mais vous ne financez pas la transition. C'est pour ça qu'il faut faire attention au sujet investissement, désinvestissement. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir un cadre crédible et transparent qui nous permette de sortir du greenwashing et qui permette de dire à Total, OK, tu dois nous dire, et tu dois dire à tous les investisseurs et aux ONG, etc., tu dois nous dire quelle est la part de ton CAPEX qui est couvert par la taxonomie, quelle est la part de ton chiffre d'affaires qui est couvert par la taxonomie. Et ce qui est vrai pour Total est vrai pour toutes les entreprises cotées
et grande non cotée en Europe, et le champ que j'évoquais tout à l'heure sur toutes les PME dans les secteurs impactés par le climat. Donc, à partir du moment où la taxonomie est finalement votée, donc elle est votée, la loi est votée, les décrets sont en cours, ce qu'on appelle dans le jargon européen des actes délégués sont en train d'être votés. On en a voté un la semaine dernière au Parlement, on en revote un en octobre. Ce que je viens de dire devient une obligation pour Total. D'accord ? Tu dois nous dire quelle est la part de ton CAPEX et quelle est la part de ton chiffre d'affaires. Plus avec le texte qui est le reporting non financier, quand ce sera applicable, a priori 1er janvier 2023, le temps qu'on le négocie début 2022, tu devras avoir un plan de transition de degré crédible. Et donc, à partir de là, on est sorti du greenwashing. C'est-à-dire que les datas claires basées sur une définition publique de qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui est utile, la taxonomie, sont sur la table. Et l'étape d'après... Par exemple, s'il y a juste 4% de leur chiffre d'affaires... Exactement. Ça va être noté comme 4% de green. Ouais. Par exemple, une entreprise qui n'est pas du green, mais non plus pas néfaste. Non, parce que les secteurs qui sont couverts par la taxonomie, c'est des secteurs où soit tu es utile, soit tu ne l'es pas. Enfin, il y a trois, enfin, on rentre dans le détail, mais il y a trois catégories dans la taxonomie. C'est le vert, le enabling, donc ce qui facilite. Par exemple, Saint-Gobain, c'est un processus industriel qui pollue, mais qui fait du verre. Et vous n'isolez pas les bâtiments si vous ne faites pas du verre. Donc on ne peut pas dire à la fois on veut isoler les bâtiments, mais on trouve que Saint-Gobain, c'est pas bien, parce qu'à un moment donné, il faut faire du verre pour isoler les bâtiments. Donc on les met dans la taxonomie. Puis ensuite, il y a la catégorie transition. Transition, c'est typiquement un sujet hautement inflammable au niveau européen. Est-ce que le nucléaire, dans certaines conditions, est utile à la transition ? Donc certains disent oui, bien sûr, d'autres disent non, jamais. Bon, donc on n'a pas encore trouvé le compromis là-dessus. Mais je ne rentre pas dans ces débats-là. C'est juste pour montrer l'architecture. On va donc avoir cette grammaire. On va avoir l'obligation de CAPEX, le reporting CAPEX, reporting chiffre d'affaires. Donc vous avez la photo et le film. Et vous avez l'obligation du plan de transition de degré. Et là, vous avez au-dessus la couche qui concerne les banques, où l'idée, c'est de leur dire, dans les règles prudentielles et à travers la BCE, donc BCE, c'est de l'incentive moyennement... quand la BCE te dit, là, tu as un vrai problème, ton directeur des risques et ton directeur financier, ils regardent vraiment. Hein. Donc, l'idée, c'est de dire, cette grammaire-là, on la met dans les règles prudentielles et on la met dans les actions des régulateurs bancaires. Et à partir du moment où c'est le cas, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer le climat, demain on parlera de biodiversité, je pense que ça va arriver très vite, mais là on n'est que sur le climat, dans l'obligation de gestion des risques par la direction des risques des banques. C'est-à-dire que c'est plus un sujet RSE, c'est plus un sujet DD, c'est plus un sujet extra-financier, c'est un sujet du cœur du réacteur des règles prudentielles et de gestion des risques. Et une banque, c'est une machine à gérer des risques. Et en plus, on leur met des obligations sur la partie adaptation. D'accord ? C'est-à-dire que là, ce qu'on a voté dans la loi climat européenne, c'est que tout projet supérieur à, je crois que c'est 10 millions, je ne suis plus sûr, 10 millions d'euros, les gros projets d'infrastructure sont tous couverts par ça, on ne pourra pas embêter tout le monde non plus, doit avoir un stress test d'adaptation. Et comme tous les projets supérieurs à 10 millions d'euros en Europe sont financés soit par des infrastructures, soit par des fonds européens, soit par des grandes banques, on arrive à la fin à ce que cette grammaire-là devienne obligatoire, de fait, pour toute banque qui voudra cofinancer sur fonds européens, je sais pas moi, un hôtel, une route côtière, une voie ferrée, n'importe quoi, elle devra faire le stress test d'adaptation pour dire est-ce que ce projet est viable dans une Europe à 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés ? Est-ce qu'il y a des chocs climatiques ? Est-ce que je suis aveugle ? Est-ce que je n'ai pas anticipé tel surcoût, etc., etc. Et je ne vous parle pas de tout, là, d'accord ? Donc, sincèrement, on n'est plus dans l'incentive, vraiment. Mais tout ce que je viens de vous dire, c'est parce que moi, je suis au cœur du truc que je le sais. Mais on n'y est pas encore. On est en train de le faire. Mais anticipez que dans 3 ans, entre 2 et 3 ans, tout ce que je viens de vous dire, ça sera les nouvelles règles du jeu. Par exemple, Lagarde, elle a dit en juillet, elle attend qu'on vote ce texte reporting non extra-financier, et donc c'est dans 6 mois maximum, ce sera voté. Elle attend qu'on le vote parce qu'elle a besoin d'un mandat démocratique. C'est-à-dire, c'est pas à Christine Lagarde et à la BCE de dire ça c'est vert, ça c'est pas vert. C'est pas possible, sinon on lui donne un pouvoir qui n'est pas le sien. Et c'est très important que la BCE respecte son mandat démocratique, évidemment. Et donc, elle attend ça. Le jour où on a voté la loi,
Elle dit, OK, maintenant, dans mon collatéral, donc je ne sais pas si les achats de la BCE, ça, en gros, ils mettent de l'argent, ils achètent des titres, et les titres, c'est les collatéraux. Ben, je n'accepte plus que des entreprises qui respectent l'obligation d'avoir un plan de degré. Et quand vous ne pouvez plus, en tant qu'entreprise, en tant que corporate, quand votre titre financier, votre obligation ou votre action, essentiellement des obligations, ne peut plus être mis en collatéral de la BCE, ça veut dire que la banque qui achète votre obligation, elle ne peut plus le filer à la BCE. Et donc c'est beaucoup moins liquide et beaucoup plus risqué. Et donc le prix, boum. Voilà. Et donc ça veut dire que demain, pour toutes les banques, le jour où on a pris cette règle, le jour où Lagarde a dit, puisque maintenant la règle existe, il va se passer ça, le surcoût pour une entreprise de ne pas jouer le jeu de la règle, colossal. Mais c'est écrit nulle part, ça. D'accord ? Voilà. Et c'est ça qui est passionnant dans le moment dans lequel on est, c'est qu'on est vraiment en train de transformer de manière systémique. Mais c'est pour l'instant encore, je le reconnais, très difficile de relier les points. Très difficile de relier les points, parce que c'est très éclaté, parce que la déclaration de Lagarde, peut-être vous ne l'avez pas vue, parce que c'est pas vous êtes dans la finance, donc peut-être vous l'avez vue, mais il y a d'autres qui ne regardent pas les déclarations de Christine Lagarde de la BCE, parce qu'ils considèrent qu'ils sont comme dans les cosmétiques et que ce n'est pas leur sujet. Bah si. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Merci beaucoup. Rémi, tu avais une question ? Bonjour. Sur ces sujets d'arbitrage, il y a 3 jours, Harvard, qui a un fonds de dotation de 45 milliards, décide de sortir des entreprises carbonées. Et donc, est-ce que finalement, et donc ça crée une onde de choc aux US, et puis je pense au-delà. Et donc, est-ce que finalement, il retire le tapis en contribuant à ralentir la transfo? Et donc, est-ce que c'est une erreur ou pas? Et puis, j'ai une seconde question. L'exécutif français a été condamné pour inaction ou action un peu trop lente. Voilà. Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que et ça peut aller jusqu'où? Alors, donc le désinvestissement par les grandes universités américaines ou les églises, parce que par exemple dans le nord de l'Europe, c'est les églises qui portent ça aussi. C'est très important parce que le message politique qui est envoyé est ultra radical. Et quand vous êtes investisseur aux États-Unis, de toute façon, honnêtement, il n'y a aucune boîte qui a un plan de degré crédible. Donc, si vous appliquez ma grammaire à moi, de toute façon, vous désinvestissez aussi. Donc, aucun problème. Simplement, ça, je dirais que c'est une grammaire offensive qui casse les murs, hein, et c'est super utile. Mais quand vous êtes un navire amiral du type grande société de gestion de fonds, Amundi, etc., vous ne pouvez pas dire « paf ». Maintenant, c'est fini. Alors, Total, fini. Engie, fini. RW, et c'est pas possible. C'est pas possible pour des raisons géopolitiques, c'est pas possible pour des raisons de... Ça représente... Par contre, ce que vous devez faire, et c'est tout ce qu'on est en train de faire, c'est vous devez exiger d'eux qu'ils aient un plan de degré, etc., etc., etc. Et si tout ça n'est pas fait, alors ça devient très coûteux pour vous d'y rester. Et vous finissez par partir. Donc pour moi, c'est parfaitement complémentaire. Il ne faut surtout pas opposer. L'un est beaucoup plus radical que l'autre, mais l'un est parfaitement utile à petite échelle. Harvard, c'est quelques dizaines, je ne sais pas combien c'est, de dizaines de milliards de dollars. Le fonds fait 45. Voilà. Non. 5 milliards sur le petit. Bon, bah voilà. Donc, c'est pas vrai pour 1000 milliards. Voilà. C'est juste pas la même échelle. Bon. Parce que de toute façon, ces 1000 milliards, on ne va pas forcément... Enfin bref, peu importe. Donc, il ne faut surtout pas, et ça c'est vraiment quelque chose contre lequel je lutte fondamentalement, c'est trop souvent ceux qui poussent, je vais les appeler les écolos, dont je fais partie, donc quelle que soit la couleur politique, ont tendance à se battre entre eux sur quelle est la bonne méthode, plutôt que d'agréger des méthodes qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, et c'est en prenant tout le paquet qu'on y arrive. Je ferme cette parenthèse. Et donc, deuxième point sur... j'ai oublié la question. Oui, alors, c'est très, très important. Moi, je fais partie de ceux qui, depuis 2015, donc depuis la COP21, pensent à 100% que le contentieux juridique va exploser à la tête des États et des entreprises. Et la décision qui est exceptionnelle, c'est la décision de la Cour constitutionnelle allemande de juin, je crois, c'était en juin, qui dit la loi climat que vous aviez en Allemagne est inconstitutionnelle parce qu'elle ne protège pas assez les générations futures du choc climatique.
Résultat des courses, vous êtes obligé de viser la neutralité climat en 2045. Je peux vous dire que... et ça, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, quelle que soit la coalition allemande qui sort des négociations en cours, ils seront obligés de le faire. Sinon, n'importe quelle action, boum, ce sera retoqué par la Cour constitutionnelle. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. Et en France, le contentieux Conseil d'État, toute petite parenthèse, factuellement, porte sur la période qui largement précède l'action de ce gouvernement. Donc, factuellement, je sais que le discours politique qui est de ceux qui portent ce contentieux est plutôt de dire « regardez le gouvernement, machin », mais en l'occurrence, c'est 2015-2018. Bon, 2015, vous savez que Emmanuel Macron n'était pas au pouvoir. Donc, c'est un tout petit peu tiré par les cheveux dans l'interprétation politique. Mais si je mets ça de côté, bien sûr, c'est absolument nécessaire. Et quand je dirigeais le WWF, on a soutenu l'action de, en l'occurrence, c'est notre affaire à tous, mais où c'est absolument utile. Par contre, il y a un truc que ça ne fait pas. Ça ne produit pas la transformation. C'est pas, vous ne changez pas la société par un arrêt du Conseil d'État. Par contre, ça rend pas la transition possible. Par contre, ça met une borne extrêmement forte qui cadre ce que l'action politique doit faire. Donc les deux sont absolument nécessaires. Parce que sinon, vous avez des responsables politiques, et on est à l'aube d'une campagne électorale en France où on aura aussi ça comme débat, qui est de se dire, est-ce qu'au fond, un responsable politique, quelle que soit sa couleur politique, s'oblige à présenter devant les Français un plan cohérent avec les 2 degrés. On peut prendre des paris, il y a aujourd'hui 9 chances sur 10 que ça ne se passera pas. Parce qu'il n'y a rien qui l'oblige aujourd'hui à le faire. Et moi, je voudrais, enfin, si j'ai un truc à faire dans la campagne française de manière transpartisane, ce serait d'obliger tous les candidats, qu'il y ait suffisamment de pression médiatique, de pression des ONG, etc., à leur dire, tu choisis ce que tu veux, parce que c'est la démocratie, donc il y a plusieurs chemins, heureusement, mais tu dois présenter à un moment donné un plan de degré crédible et qui est évalué par, je sais pas moi, le Haut Conseil Climat ou par n'importe quoi. Et puis, voilà, après, les Français jugent. Ben ça, en attendant ce moment-là, les décisions judiciaires sont absolument fondamentales, parce que ça met une pression de malade sur l'exécutif, quelle que soit sa couleur politique, et contre tous ceux qui disent « ah, ça va trop vite », etc. Voilà. Merci. Benjamin Katarzyna, je ne sais pas. Allez. Bonjour, Katarzyna. Je travaille pour Sephora et j'ai 2 questions et une petite remarque. Première question sur aujourd'hui, donc on a parlé beaucoup de changements structurels par l'industrie, par l'énergie. Sur la consommation, moi, ce que je ne vois pas très clair dans ces nouveaux Green Deal, c'est comment on va rendre la transparence sur les impacts plus lisible pour les consommateurs pour orienter ses propres choix. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, quel bilan on tire des dispositifs législatifs déjà en place? Parce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps un législateur qui disait que la mise en place des bilans carbone obligatoires n'a produit absolument aucun effet réducteur en France. Donc oui, on a des nouvelles lois, mais est-ce que ces lois sont réellement efficaces dans la transition? Et dernière petite remarque, moi j'ai passé plus de 10 ans dans l'automobile et ça me choque aujourd'hui de vous entendre dire que la transition automobile en cours produira un véhicule zéro émission. On est très sensible sur les greenwashing dans les entreprises. Je pense qu'il faut aujourd'hui plutôt parler de l'automobile non fossile que zéro émission. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en tout cas, quand on parle zéro, on sous-entend qu'il n'y a pas d'émissions. De la voiture. Oui. Et alors ? Alors que ne serait-ce que sa propre production est une source des émissions. Oui, bien sûr. À ce moment-là, il faut arrêter de respirer. Hein. Je vous invite à arrêter de respirer immédiatement. Mais c'est plus sur une façon de présenter les projets. Mais la règle qu'on a fixée aux constructeurs, c'est zéro. L'objet que vous fabriquez, est un objet zéro émission. Et une voiture électrique, comme une voiture fuel cell pile à combustible, c'est une voiture zéro émission. La question qui vient derrière, une question 100% légitime, c'est oui, mais si c'est du charbon,
Si l'électricité, c'est du charbon pour faire rouler la voiture avec une batterie électrique, vous avez juste déporté le problème. Et c'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut sortir du charbon, et c'est pour ça qu'on décarbone le mix électrique, et c'est pour ça qu'on arrête de financer et le gaz et le charbon en Europe, etc., etc., etc. Donc, c'est toujours pareil, il faut raisonner en chaîne de valeur. Enfin, vous êtes, c'est votre univers tous les jours, vous avez des clients et vous avez des fournisseurs. Et ça marche quand il y a la chaîne de valeur qui s'aligne. Donc là, la décarbonation, le net zéro, c'est de la décarbonation sur tous les éléments de la chaîne de valeur. Donc, prenons la voiture, il faut que la voiture elle-même, elle soit net zéro. Et la voiture à batterie, elle est zéro. Ensuite, il faut que l'acier qui fasse la voiture soit zéro décarboné. Donc ça, c'est le rôle du marché du carbone, du machin que je n'ai pas développé, mais là, c'est l'acier zéro carbone, et ce n'est pas la responsabilité de Renault de faire de l'acier zéro carbone. C'est la responsabilité d'Arcelor. Et donc là, on travaille avec Arcelor. Enfin, puis ensuite, vous allez me dire, oui, mais encore une fois, l'électricité. Donc c'est pour ça qu'ensuite, c'est qu'est-ce qui rentre comme électron et qui ressort quand on charge la batterie, qui fait avancer la voiture. Une fois qu'on a réglé ces trois grands problèmes, arrive un quatrième problème qui sont les minerais pour faire la batterie électrique. Et donc c'est pour ça qu'on a dans les 54 textes, dont je ne vous ai pas parlé, la directive batterie, qui a précisément vocation à dire la batterie c'est un objet clé de la transition, et donc on va réduire son impact amont, et on va en faire un objet non seulement recyclable, mais réutilisable pour faire du stockage de l'électricité. Parce qu'ensuite, un des grands sujets de l'explosion des renouvelables, qui est en cours et devant nous encore plus, ça c'est certain, c'est le stockage de l'électricité. Et donc les batteries, une fois qu'on a massifié les véhicules électriques, la deuxième vie des batteries, c'est de devenir des lieux de stockage d'électricité. Et donc ça fait une double vie, donc ça réduit forcément l'impact. Du coup l'électron, et ça permet le développement des renouvelables, et ensuite c'est recyclable. Et c'est recyclé en Europe, puisqu'il y a encore un nouveau texte, il y a 54, je tire tous les trucs, qui l'année prochaine, je crois que c'est en janvier ou en février, va mettre fin, alors là c'est assez radical, je trouve que la Commission là, a très loin, mettre fin à l'export de déchets. Vous savez que les déchets électroniques, c'est l'horreur totale. Voilà, on va dire, sauf si le pays est d'accord, ce qui est la plupart du temps pas le cas, hein, sauf si le pays est d'accord, et avec un contrat, etc. Et sauf si vous ne pouvez pas faire autrement, ce qui est quand même, c'est deux critères assez forts, à ce moment-là, interdiction d'exporter vos déchets électroniques type batterie, et puis téléphone, etc. Et donc, comme on ne va pas vraiment avoir une très forte acceptabilité pour les stocker, eh ben on va les recycler. Et c'est comme ça que ça va marcher. Et après, il y a tout le paquet économie circulaire, dont je n'ai même pas prononcé le mot, qui arrive, une partie janvier-février, une partie un peu après. Là, 2020, là, le point d'entrée, c'était le climat. D'accord, parce que c'est évidemment le plus mûr, le plus médiatique, le plus... Là, ce qu'on est en train de faire, le deuxième, c'est biodiv, et le troisième, c'est économie circulaire. Donc on le fait. Donc vous avez raison. C'est tout le problème, c'est tout l'enjeu du systémique. Si vous ne regardez qu'un seul bout, alors vous avez raison, on déporte le problème à chaque fois. Ce qui compte, c'est que plus personne ne puisse être le passager clandestin d'un autre. Et à la fin, soit vous jouez le jeu, soit vous sortez. Et ça prend du temps, mais c'est ça la philosophie, quoi. Et puis les premières questions, j'ai oublié, je suis désolé. Ah oui, alors les consommateurs. Ça, je vais finir par parler des 50, hein. Mais c'est génial. Exactement. Alors, vous avez, là aussi, c'était prévu pour décembre, mais je pense que ce sera janvier-février, parce que c'est chaud. Vous allez avoir à minima, c'est pas encore arbitré, à minima, vous allez avoir l'extension de la directive éco-design. D'accord? Donc, par exemple, à la mode. Donc, il va y avoir toute la partie information du consommateur qui va fortement progresser, mais je vous rejoins totalement. Je ne suis pas sûr à 100%, contrairement à ce qu'on entend parfois dans un truc un peu greenwashing. Il n'y a qu'à informer les consommateurs, ils choisiront et tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je pense que la réalité est un tout petit peu plus compliquée que ça. Donc c'est pour ça qu'il faut les deux jambes. Il faut la première jambe qui est l'information du conso, évidemment. Donc là, vous avez le Nutri-Score européen pour tout ce qui est la bouffe. Vous avez beaucoup plus de produits avec l'étiquette énergie. Voilà. Vous avez toute la mode qui va être couverte par la directive éco-design, alors qu'aujourd'hui, rien du tout qui vous dit ça, ce jean, il est A, B, C, D. D'accord ? Demain, ce sera le cas. Bon, entre un jean A et un jean C, parce qu'il y a plus d'eau, plus d'encre dégueulasse, etc.,
Bah, c'est intéressant. Mais je suis d'accord, ça ne suffit pas. Et donc, il y a le deuxième pilier. Et là, le deuxième pilier, il est compliqué. C'est faire exactement ce que j'ai dit pour la déforestation, mais le faire pour les produits pour étendre cette logique de l'accès au marché. C'est-à-dire fondamentalement de dire, à un moment donné, un jean qui n'est ni recyclable, ni qui a fait des process d'économie d'eau dans sa construction, etc., qui n'est pas en coton bio, qui n'est pas en coton tartempion, etc., eh bien, il ne rentre plus. Et là, vous devez juger quand même sérieusement où vous mettez le critère. Parce que je suis sûr que si vous commencez à dire, alors demain, les agriculteurs n'ont plus de tourteaux de soja, les Européens n'ont plus de jeans, et par ailleurs, vous n'avez plus non plus de batterie pour faire rouler les voitures, parce que tout ça, on a fermé. Je ne suis pas sûr que... Alors, c'est très décroissant, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas sûr que ça passe. Bon. Donc, on en est là. C'est pour ça que ça va prendre 2 mois de retard, parce que la première partie, elle ne pose pas de problème. On va étendre les obligations d'information. Tout le packaging, etc. Enfin, alors, avec une théorie du changement qui a son intérêt et ses limites, parce que vous avez sans doute des contre-exemples, mais le bilan carbone, il n'est pas nécessairement connu des gens. Hein. C'est un truc un peu techno, mis dans un tiroir, etc. Il y a un truc qui a marché, c'est l'étiquette énergie pour l'électroménager. Ça a vraiment marché, c'est-à-dire qu'entre un frigo A et un frigo F, la part du marché du A a explosé. Et maintenant, c'est entre A, A+, c'est tellement plus performant que, pour le coup, la contrainte légale a tellement bien fait et les consos ont tellement suivi que maintenant, c'est complètement obsolète. Donc, on a une étiquette qui est obligée de se verdir, et tant mieux, bien évidemment. Donc, ça marche, ça peut marcher, mais c'est pas suffisant. Mais par contre, quand on commence à dire on va fermer l'accès du marché européen à tout ce qui ne respecte pas les critères A, B, C, D, E, il faut savoir où on met les pieds. Donc on le fait pour la déforestation, on va le faire. Donc demain, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vu l'industrie du chocolat française là, la semaine dernière, a pris un engagement. Toute l'industrie, tous les importateurs de chocolat français, hein, c'est pas 3% qui font du bio, tous on dit on devra être zéro déforestation, on devra faire la due diligence, on devra s'assurer et on arrêtera de s'approvisionner à des gens qui ne nous permettent pas de savoir si, etc. Parce qu'ils s'anticipent le fait que la loi arrive de toute façon. Donc et si demain, mais c'est là où ça c'est ma responsabilité de politique, si demain il n'y a plus de chocolat et il n'y a plus de café, je suis pas sûr que vous soyez les premiers à dire c'est génial ce truc. Bon. Et donc il faut qu'on trouve le point d'équilibre et on en est là, mais c'est pour vous dire quand même qu'on est un point d'équilibre assez ambitieux. Merci beaucoup, Pascal. Je crois que ça touche à sa fin. J'ai pas parlé des 50 taxes. Voilà. Mais, donc, je sais que tu dois partir, mais un énorme merci. Je pense que c'était vraiment éclairant pour tous, et puis au plaisir de continuer ce et moi j'ai besoin, je vous le redis encore une fois, Julien de mon équipe qui est là-bas, dans toute mon équipe, on a besoin de se nourrir de vos expériences, de vos savoir-faire, des obstacles que vous rencontrez, des progrès technologiques que vous êtes en train... Parce que moi, tout ce que je vous ai dit là, forcément, vous ne pouvez pas le savoir, puisque c'est mon business. Bon. Mais moi, je ne suis pas dans votre business. Et donc, si vous ne me dites pas, on est à 6 mois de craquer tel problème, je ne peux pas le savoir. Et du coup, j'ai tous ceux qui ne sont pas en train de craquer le problème qui disent « Jamais on y arrivera, mec, jamais ». Et en fait, il y en a qui sont en train de le faire, mais moi, je ne le sais pas. Donc, j'ai vraiment besoin que vous me nourrissiez pour qu'on puisse dire on optimise la réglementation, on ne fait pas n'importe quoi, parce que si personne n'est en train de craquer le problème, on ne va pas mettre une loi qui fait qu'il n'y a plus de gin, plus de café, plus de chocolat, très bien, mais on va au plus loin possible, le plus vite possible. Et le possible, il est en partie dicté par vous. Et donc, c'est très important que l'échange se fasse. Voilà. Merci. Merci beaucoup.